Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc pour notre deuxième partie sur Bloodborne. Alors du coup il y a eu une grosse coupure avec le live, du coup je me rappelle plus trop où on en était. Alors déjà merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la rediffusion donc sur la chaîne si ça vous intéresse. Je vous rappelle également qu'il me reste une clé à faire gagner aux abonnés et donc ce sera la clé sur Discord. Donc je vous invite à rejoindre le Discord si vous voulez avoir une chance de gagner la clé. Voilà, tout simplement. Du coup, on continue notre aventure. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sur le premier épisode. Du coup, ça va m'aider au niveau des règles. Parce que c'est vrai qu'il y avait des règles qui n'étaient pas très... où j'avais un petit peu de mal. Par exemple, alors je sais plus qui c'est qui m'a dit ça dans les commentaires, mais au premier tour, en fait, on ne doit pas monter ici, sur la piste. Alors moi je l'avais fait, donc merci à celui qui me l'a dit. Donc je redescends de 1. Voilà. Donc c'est pas de la triche, c'est juste qu'au premier tour, effectivement, ce n'est pas écrit sur le livre, on ne doit pas augmenter sur la piste. C'est après qu'on augmente, mais pas sur le premier tour. On m'a dit aussi au niveau du monstre, ici, enfin le monstre qui était ici avec nous, où il avait une carte qui était la Horde. Voilà. La Horde qui nous disait donc du coup de positionner un jeton. Et puis on devait le soigner. Moi j'ai considéré que comme je l'avais tué, bah en fait il était mort. Ensuite je l'ai soigné. Mais en fait effectivement peut-être que ça se joue différemment. J'avais pas réfléchi à ça. Dans le sens où, vu qu'on était en combat, est-ce que en gros il y a deux façons de comprendre la carte. En gros c'est je suis en combat, j'attaque en premier, je le tue. Fin du combat, il ressuscite grâce au jeton sur la carte. Voilà. Donc ça c'est la première façon. Et la deuxième façon qu'on m'a fait remonter, et effectivement c'est possible, c'est on est en combat, je l'attaque, il meurt, et du coup ce n'est pas la fin du combat, comme contrairement à l'autre, il ressuscite tout de suite, et du coup il peut m'attaquer, et après, fin du combat. Alors peut-être que c'est celle-là qui fonctionne, alors moi je l'ai pas joué comme ça du coup. Donc bah voilà, bon je ne veux pas revenir en arrière évidemment, c'est une première partie découverte donc j'espère qu'il y aura, c'est normal qu'il y ait un petit peu d'erreur, mais je ne sais pas du coup si c'est une erreur ou pas puisque les deux compréhensions sont valables, donc voilà, faudrait regarder sur BGG ou demander directement au créateur du jeu, mais bon aujourd'hui je n'ai pas la réponse, moi je l'ai joué comme ça, voilà. Donc on y va, je crois que c'était sur on démarre donc du coup un nouveau tour, alors je me rappelle plus trop. Donc le début de la manche, on pioche jusqu'à avoir 3 cartes en main. Donc moi mes cartes sont ici. Il me restait ça. Hop, donc je pioche 3 cartes. On avance sur la piste justement de un cran. Voilà, c'est fait. Ensuite, ensuite on peut jouer des actions hein, tout simplement. Alors bah là du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire? On se souvient, notre carte ici nous disait qu'on devait posséder deux cartes lucidité pour pouvoir aller et après aller à la lanterne centrale. La lanterne centrale, elle est ici, mais je n'ai pas de carte lucidité. Je ne sais même pas comment on fait pour en avoir. Ça, c'est le premier choix. Donc de toute façon, il va falloir forcément continuer à explorer dans le donjon pour trouver des cartes lucidité, justement. Je vous rappelle aussi qu'on avait une lanterne qu'on avait gagnée. On peut se téléporter donc sur n'importe quelle case avec une lanterne. Donc ça, c'est assez bien. Et je vous rappelle également qu'on avait gagné donc un pistolet, enfin un fusil de Ludwig, qui me permet, lorsqu'un ennemi se déplace sur votre case, on lui inflige 2 dégâts. Donc ça, c'est plutôt intéressant également. Donc là, écoutez, je vais faire un déplacement pour continuer d'explorer. De toute façon, il n'y a pas 50 choix. Oui, petit aparté, excusez-moi, j'ai augmenté la luminosité, j'espère que ça va aller avec la caméra, parce qu'effectivement, la partie 1, donc l'épisode 1, je l'ai regardé sur mon téléphone pour voir pour voir le rendu, et effectivement, c'était un peu sombre, hein, on m'a fait remonter ça. Donc du coup, j'ai augmenté un petit peu la luminosité de la caméra, donc j'espère que ça sera mieux. Si jamais c'est pas assez, je remonterai encore.
Et j'ai baissé un petit peu le son du micro parce que j'ai mis donc la vidéo sur ma télé pour tester. Et comme c'est une vieille télé, j'ai testé sur plusieurs télés. Et quand je l'ai mis sur une vieille télé, le son avait tendance à grésiller un petit peu. Donc du coup, j'ai baissé un tout petit peu le son pour avoir un son un peu plus correct. Voilà, pour pas que ça grésille, quoi, tout simplement. Voilà pour le petit aparté. Donc je suis toujours en phase de config, on va dire. Alors, là, plus un point de dégâts pour un combat, ça peut être intéressant. Donc ça, faut que je le garde. Déséquilibre, ça peut être intéressant aussi. Déséquilibrement. Libérer cet emplacement, c'est une esquive, ça peut être intéressant aussi. Bon, je sais pas trop quoi me défausser. Je pense que le déséquilibrement, je vais enlever ça, parce que quitte à choisir entre déséquilibrement et le point de vie en plus, je pense que le point de vie en plus est plus intéressant. Donc j'enlève le déséquilibrement. Donc je défausse, hop, le déséquilibrement pour faire un mouvement. Donc mouvement, on a deux mouvements. Donc mon premier mouvement va être de venir ici pour découvrir la tuile. Alors hop, il en reste 4 dans ce chapitre. Eh bien écoutez, on va lancer un dé. Ah, j'ai pas mis la caméra du dé. Alors j'active la caméra pour le dé et je lance le dé. Et on a obtenu un 4 justement. Alors, eh bien 1, 2, 3, 4. Je prends celle-là, tout simplement. Avec ma troisième caméra, donc j'ai fait que ce que vous voyez là au niveau avec le dé. J'essaye de faire une incrustation pour pouvoir lancer les dés. Je trouvais ça plutôt sympa à faire. Je pourrais même le faire par exemple pour vous montrer des cartes. Bon, c'est pas parfait, puisque j'attends encore quelques trucs pour quelques matériels, on va dire, pour que le rendu soit vraiment bien. Mais voilà, pour l'instant ça marche pas trop mal non plus, donc à voir. Alors, hop, l'église du remède. Si vous interagissez, vous pouvez choisir de gagner un écho du sang à la place d'un coffre. Alors ça, je dis que c'est des coffres, mais ça s'appelle pas des coffres en vrai. Ça s'appelle, je sais plus comment. Mais est-ce que c'est écrit ici? Non, c'est pas écrit. Je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est pas des coffres, hein. Interagir. Alors interagir, c'est du consommable. Voilà. Ils appellent ça du consommable. Exactement ici. On dirait des coffres, mais ouais. Ils appellent ça du consommable. Donc là, la tuile, forcément, de toute façon, je suis obligé de la mettre par là. Il n'y a pas le choix, puisqu'il n'y a qu'une entrée. Voilà. Et donc, mon premier déplacement était ici. Et là, on est sur l'église du remède. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose avec l'église du remède? Voyons voir l'autre caméra. Donc ici, je vous rappelle, est-ce qu'elle nous dit quelque chose? Donc, lanterne, vous terminez vos déplacements sur lanterne de la cour, maison occupée et maison saccagée. Donc non, il n'y a pas, pour l'instant, on n'a pas trouvé ce qu'il fallait, sachant que la lanterne de la cour, on l'a déjà fait ici. On l'a déjà fait ça. C'était une quête où il fallait tuer le monstre, donc ça, on l'a fait, il n'y a pas de problème. Bah, écoutez, on va essayer d'aller dropper. En fait, le truc, c'est si on va essayer d'aller dropper mince, les consommables, on va perdre du temps, évidemment. Mais ça peut nous aider pour plus tard, je pense. Donc on va, pourquoi pas y aller. Donc là, j'ai fait un déplacement, j'ai le droit à un deuxième. Donc hop, je viens ici. Il me reste 2 cartes. Je vais utiliser une carte que je défausse pour refaire un mouvement. Donc je viens ici, j'en utilise qu'un. Et j'utilise ma dernière carte que je défausse pour justement interagir, pour récupérer les jetons. Donc il faut savoir que quand il y a justement des jetons comme ça, on doit mettre un jeton là, un jeton là. Et donc on nous dit, si vous interagissez, vous pouvez choisir de gagner un écho du sang à la place d'un consommable. Mais non, moi je choisis d'interagir avec un consommable, donc je l'enlève. Et du coup, on prend au hasard, dans la piste des consommables, enfin dans les cartes, et ben, un consommable. Donc on mélange.
Donc j'avais déjà mélangé en amont, évidemment. Alors elles sont pas slivées parce que j'en ai plus, tout simplement. Je recommande. Je coupe et on va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je découvre en même temps que vous, hein. Une mixture âcre à base de sang. Activation du chasseur. Un ennemi non boss à 2 cases ne s'active pas. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc ça, je le garde, on va dire ici, avec ma lanterne. Voilà. J'étais en train de vérifier le livre, et le livre, il est dit que quand on interagit sur une case, on interagit avec tout ce qu'il y a sur la case. Donc là, en fait, j'interagis avec les deux pions. Donc pour moi, je prends aussi le deuxième, et je repioche une carte consommable. Et on me dit, une fiole de sang, activation du chasseur, on peut se soigner de 2. C'est pas mal. Alors les consommables, d'après ce que j'ai compris, on peut en avoir autant qu'on veut. Par contre, attention, les récompenses, donc ça je pense que c'est une carte récompense. On nous dit qu'il y a 2 types de récompenses. Alors je ne sais pas comment on les reconnaît. Et on nous dit qu'on peut en avoir que 2 maximum par type. Et il n'y a que 2 types, donc ce qui fait 2 et 2, donc 4. Mais là, du coup, ça c'est un des 2 types, mais je sais pas, comme j'ai pas regardé ici, hein, pour pas me spoil, entre guillemets, je sais pas comment on les reconnaît, je sais pas quels sont vraiment les types. On verra, on découvrira. Pour l'instant, de toute façon, je suis pas hors règle, puisque j'en ai qu'une. Les consommables, je vais les mettre où? Ouais, je vais les mettre là. Voilà. Ok. Bon, je n'ai plus de cartes. Donc, comme je n'ai plus de cartes, c'est la fin de mon tour. Donc, on passe à l'activation des ennemis, mais il n'y en a plus. Donc, on débute une nouvelle manche. Ouais, donc ça se joue très rapidement en fin de compte. Il me reste une carte ici. J'en ai plus dans ma pioche. Donc, forcément, je remélange pour refaire un tas de pioches, tout simplement. Voilà, donc une, deux. Alors, on avance le compte tour. Ah, on arrive au rouge. Ah, il se passe quelque chose quand on arrive au rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au rouge? Il y a un truc qui se passe. Je crois que tous les méchants reviennent. On va regarder ça ensemble. Alors, on regarde ensemble parce qu'évidemment, c'est pas des choses que l'on apprend par cœur quand on lit le livre de règles. Et je vous rappelle que c'est une partie découverte. Puis comme ça vous fait également découvrir. Donc ici, on nous dit la progression de la piste de chasse et réinitialisation. La présence de la lune de sang provoque d'étranges phénomènes qui viennent s'immiscer dans le monde éveillé. Non seulement elle est la cause de la défaite des joueurs si le pion atteint la fin de la piste de chasse, elle permet aussi aux ennemis vaincus de revenir à la vie. Donc des points de réinitialisation, donc le point rouge, c'est ce qu'on a vu là, sont disséminés le long de la piste de chasse. Lorsque le jeton piste de chasse atteint l'un de ces points, suivez immédiatement les étapes ci-dessous, même si cela interrompt un événement en cours de résolution. Donc c'est ce qu'il faut faire. On doit suivre donc tout ça de A à Z. Donc je suppose qu'à force de jouer, on les connaît par cœur, mais c'est vrai qu'au début, sur la première partie, eh ben, on est obligé de lire pour voir ce qui se passe. Retirer tous les ennemis de l'espace de jeu sauf les boss. Bon, moi, tout va bien puisque il n'y a personne sur le champ de bataille, enfin sur le plateau. Placer un jeton consommable sur chaque icône consommable vide de l'espace de jeu. Ah, donc là, on replace un icône consommable sur chaque icône consommable. Donc là, moi, j'ai une icône consommable et une icône consommable. Ah ouais. Donc je replace les consommables. Intéressant ça. J'ai même pas fait exprès de les prendre. J'ai même pas vu que ça allait se réinitialiser. Faites réapparaître dans l'espace de jeu tous les ennemis liés aux missions actives. Puis, réapprovisionner tous les points d'apparition d'ennemis en commençant par les plus proches des chasseurs. Donc faites apparaître les ennemis liés aux missions actives. Mes missions actives, il y a donc ma carte ici qui est la chasse. Elle ne fait pas apparaître d'ennemis. Voilà. Et c'est tout. Je n'ai pas d'autres missions actives. Donc là, moi, je n'ai pas de monstre à faire réapparaître puisque je n'ai pas de mission active.
Ok. Ensuite, on nous dit, donc faites réapparaître les ennemis sur les points d'apparition ennemis, évidemment, en commençant par les plus proches. Mais moi, je n'ai pas de points d'apparition ennemis. En fait, les points d'apparition ennemis, bah, c'est un peu comme ce que l'on peut voir avec les consommables. Il y aura forcément une icône d'ennemi. Mais moi, là, pour l'instant, dans le donjon, quand je me promène, j'en ai pas eu. Donc pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, c'est plutôt calme, on va dire. J'ai peut-être de la chance aussi. Les boss ne sont pas retirés de l'espace de jeu, mais se soignent de tout leur PV. Enfin, de toutes leurs blessures, en fait. Et si un boss est en phase 2, il ne revient pas à sa phase 1. Ok. Donc voilà ce que l'on doit faire quand on atteint la piste rouge. Donc là, on a tout fait. Donc pour nous, en fin de compte, ça change pas grand-chose, sauf la réinitialisation des consommables. On va pouvoir en reprendre. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc j'ai pioché mes 3 cartes. Donc déséquilibrement, on a eu plus 1 point de dégâts et une esquive. Bah, exactement comme tout à l'heure. Écoutez, je vais enlever déséquilibrement, donc je la défausse, hop, pour piocher, enfin pour interagir avec ma zone. J'enlève les deux. Ah, vous pouvez choisir de gagner un écho du sang à la place d'un truc comme ça. On peut le faire, hein, remarque. Ouais, on va le faire. Donc à la place de 1, je gagne un écho du sang. Donc j'en enlève un et je gagne un écho du sang. Donc je vous rappelle, les échos du sang, ils sont ici. Et c'est ce qui va me permettre de builder mon deck. Donc hop, j'en gagne un. Ça peut être intéressant. Par contre, le deuxième, du coup, je le prends puisque on nous dit un seul. Donc je pense pas qu'on puisse le faire pour les deux. Je pense que c'est simplement un. Donc là, consommable standard. Je prends un consommable. Et on a obtenu un papier de feu. Quand j'attaque, je peux infliger plus un point de dégâts. Ok, pas mal. Je commence à être pas trop mal équipé là. Du coup, là, vous voyez pas mes cartes défaussées. Donc, à la rigueur, les cartes défaussées, je vais les mettre ici. Comme ça, vous voyez toujours les cartes défaussées. Je pense que c'est plus intéressant pour vous. Je vais mettre mon deck là avec les cartes défaussées. Voilà. Ça évitera de bouger la caméra tout le temps. Donc là, il me reste deux cartes, donc potentiellement deux actions. Mais écoutez, on va continuer à explorer le donjon. Donc là, pour explorer le donjon, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là. Bon, on va essayer d'aller ici. Je vais enlever cette carte-là, je la défausse. Hop, je fais un mouvement de 2. 1, 2. Ah, j'aurais pu me téléporter, c'est vrai. À la rigueur. Avec ma lanterne. J'ai une lanterne que j'avais gagnée durant ma première mission, je vous rappelle. Donc c'est vrai que j'aurais pu me téléporter. Activation du chasseur, ça veut dire en fait que je peux l'utiliser à tout moment durant mon tour. Téléportez-vous sur n'importe quelle case. Donc ça peut être intéressant. 1, 2. Alors je ne sais pas par contre s'il faut utiliser une carte pour le faire. Alors je vais regarder ça tout de suite sur le livre. Alors non, on n'utilise pas de carte pour pouvoir utiliser. On nous dit juste que c'est donc une carte récompense. On l'utilise et on la retourne et elle sera réinitialisée quand on ira par exemple dans le pays des rêves. Voilà, donc là je vais l'utiliser. Donc je l'utilise qui me permet de me téléporter sur n'importe quelle case avec une lanterne. Donc je vais le faire. Donc je me téléporte ici. Voilà. Et comme j'ai utilisé donc ma récompense, je la retourne et je ne peux plus l'utiliser tant que je ne retourne pas au pays des rêves. Donc là, je la remets ici en mode terminé. Et voilà, donc ça c'est plutôt cool. Est-ce que je prends le risque? La question c'est est-ce que je prends le risque de faire un déplacement maintenant? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que je prends le risque de faire un déplacement maintenant et potentiellement peut-être de rencontrer des monstres? Parce que si je rencontre des monstres, ils vont venir m'attaquer, ça on le sait. Le souci, c'est que je n'ai plus de carte en main. Donc est-ce que je prends ce risque-là? Et en même temps, si je ne prends pas le risque, ben, je perds du temps. Hein. Je vous rappelle que si j'arrive au bout ici sans avoir terminé, c'est game over. Hein. Donc on a aussi cette course contre la montre où bah, on n'est pas là pour cueillir les pissenlits, quoi. Est-ce qu'on prend le risque? En même temps, j'ai ça qui est utilisé. Hein.
Parce que je pourrais aller au pied des rêves au pire. Hein, je pourrais aller au pied des rêves, à la rigueur, pour échanger mes échos du sang, pour refresh ici. Et puis je pourrais peut-être gagner des compétences. Je ne sais pas si c'est le meilleur gameplay, hein, mais ça pourrait être intéressant. Je me dis que c'est potentiellement, on n'a pas eu énormément de tuiles qui font spawn donc des ennemis. Je me dis que dans ce qui reste, je sais pas pourquoi, mais je le sens mal, quoi. Ok. Donc je me dis que si je fais un déplacement maintenant, il y aura sûrement un ennemi qui va spawn. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va m'attaquer quand il va être activé. Et du coup, je vais me faire avoir, entre guillemets. Bon, on va le faire. On va voir un petit peu, on va voir un petit peu ce que ça fait. Je sais pas si c'est le meilleur play, je pense pas. Parce que le fait d'aller dans les rêves, on perd un tour de jeu, il me semble. Donc c'est pas grave, je vais le faire quand même pour voir, pour découvrir. Voilà, c'est une partie découverte, hein, donc autant essayer de voir tous les gameplays. Donc je vais utiliser ma carte, celle-là, pour la défausser, pour faire une action qui me permet d'aller dans les rêves. Donc on nous dit que quand on va dans les rêves, mon personnage disparaît du champ de bataille et il apparaît directement ici au rêve du chasseur. Hop, donc il va au rêve du chasseur. Ce qui fait que quand vous jouez à plusieurs, il faut faire attention puisque parfois ben, vos potes peuvent disparaître et si jamais il y a des ennemis où vous étiez le focus, ben vous pouvez devenir le focus. Donc je pense qu'il faut le prendre en considération. On nous dit que quand on arrive au rêve du chasseur, il faut forcément avancer d'un cran le jeton de la piste de chasse. Donc on avance d'un cran ici. Si jamais on arrive sur une case rouge, eh ben, ça réinitialise quand même. Ensuite, on nous dit de rassembler toutes nos cartes attributs qui sont de partout. Donc par exemple, celle qui me reste de ma main, celle-là, celle sur mon plateau d'armement, je la récupère. Ma défausse, je la récupère. Je récupère mon tas de cartes initiales et on mélange. On se refait en fait un paquet de cartes. Je vais le remettre là. On nous dit ensuite qu'on perd tous nos échos du sang. Donc je perds mes échos du sang. Donc les deux échos du sang que j'ai, je les perds. Ou je les défausse. Pour pouvoir piocher des cartes amélioration qui sont ici. Donc c'est vraiment obligatoire de faire ça. On ne peut pas dire non, je ne le fais pas. Non, non. Du moment que vous allez dans les rêves, vous perdez vos échos du sang et vous devez récupérer les cartes. C'est obligatoire. Donc là, j'ai la possibilité de prendre deux cartes puisque j'avais deux échos du sang. Donc parmi toutes celles qui sont ici, évidemment. Donc ici, on a inébranlable qui me permet de piocher une carte. Ignorer folie, poison, étourdissement et déséquilibrement. Franchement, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant parce que ça nous permet de piocher une carte. Donc on fait une attaque et on va piocher une carte. Donc c'est pas mal. Ici, on a un bon. Donc plus 1 en dégâts. Et donc vous pouvez effectuer une action se déplacer avant cette attaque. C'est pas mal aussi. Inflexible, déséquilibrement et piocher 1. C'est pas mal aussi. Ou alors, on a une esquive qui nous permet de nous soigner. Soigner 1 et libérer cet emplacement. Donc en fait, on upgrade certaines cartes. Donc moi, je vais prendre en premier inflexible. Donc je vais prendre celle-là. Quand on prend une carte amélioration, tout de suite, immédiatement, on doit la remplacer. Donc je prends celle-là, je vais la mettre ici pour l'instant, et je remplace la nouvelle. Et c'est un plus 1 de dégâts, ignorer, déséquilibrement et étourdissement. Pour moi. Ça peut être intéressant, mais je pense que je vais prendre du soin. Donc je vais prendre une petite esquive avec soigner 1. Donc voilà les deux cartes. Donc pareil, je la remplace immédiatement. D'accord. Donc les deux cartes que j'ai voulu prendre, donc esquive, soigner 1, libérer cet emplacement, et déséquilibrement et piocher 1. Donc les deux cartes que l'on a prises vont venir dans mon deck. Mais attention, on ne peut pas avoir plus de 12 cartes dans notre deck, sachant que de base, on en a 12. D'accord? Donc je dois forcément en enlever 2.
Vous choisissez celle que vous voulez enlever, évidemment. Et elles ne seront plus disponibles jusqu'à la fin du chapitre. Après, on pourra revenir standard. Donc par exemple, moi là j'ai eu une esquive améliorée, donc peut-être que je vais enlever une esquive standard pour garder cet équilibrage du deck avec 3 esquives, 3 attaques, par exemple. Je regarde un petit peu ce que j'ai. En fait, on a au début 3 déséquilibrements, 3 piocher 1 et 3 plus 1 dégât. Donc vous pouvez partir sur un deck avec beaucoup plus d'esquives. Si par exemple vous prenez que des cartes esquives. Ouais, c'est ça aussi qui est intéressant dans le jeu, c'est que vous pouvez partir sur le deck que vous voulez, quoi. Donc même si vous jouez le même personnage que quelqu'un, vous n'allez pas forcément avoir le même deck. Piocher, c'est quand même pas mal, hein. Plus 1 dégât. Je me dis, ouais. Ah, je me tâte. Je me tâte. Soit j'enlève une esquive, soit j'enlève. Après, il y a quoi? Il y a déséquilibrement et piocher 1. Est-ce qu'on va garder cette... Alors si je fais ça, par exemple, pour échanger, je garde complètement la nature de mon deck qui est un deck équilibré. 3-3-3-3. Hein. On pourrait partir sur du l'esquive ou du dégât. Que vous pouvez enlever vos esquives. Je peux très bien enlever l'esquive là à la place. Hein. J'aurai moins d'esquive, mais je pars sur de l'attaque full, quoi. Bon, je vais rester standard. Je vais rester équilibré pour l'instant, donc je vais bien faire ça. Hop. Donc les deux cartes que j'enlève, c'est bien celle-là. Donc on les met de côté. Voilà. Je remélange évidemment mon deck. Et après, on commence une nouvelle manche. Alors quand vous êtes plusieurs, bah, les autres y jouent. Et après, ben, vous reprenez, vous reprendrez à votre manche standard. Hop. Donc là, je commence une nouvelle manche. Donc comme je commence une nouvelle manche, il faut avancer sur la piste. Donc vous voyez, le fait d'aller au rêve, on avance 2 fois en fait. Donc je sais pas si c'est vraiment bien joué, mais tant pis, on a regardé un petit peu ce que l'on pouvait faire. On nous dit aussi, attention, avant la nouvelle manche, on doit mélanger. On doit rétablir par contre, pardon, nos récompenses. Donc justement, ça c'était une de mes récompenses que j'avais fait. Je la rétablis, vu que je suis au pays des rêves. Si jamais j'avais utilisé mon arme, pareil, je peux la rétablir. Voilà. Et au début d'une manche standard, donc aussi on se soigne jusqu'à avoir 6 PV, mais moi j'ai déjà 6 PV. Et au début de la prochaine manche, on pioche nos cartes attributs normalement. Donc, 3 cartes, 1, 2, 3. Voilà. Par contre, on place notre carte arme comme dans là où on veut. Enfin, dans n'importe quel, soit comme ça ou soit dans l'autre sens. Donc par exemple ici, on était sur du abattage, piocher 1 et soigner 1, ce qui était intéressant. Abattage, ça veut dire quand on tue un monstre, en gros. D'ailleurs, je crois pas l'avoir fait sur le premier monstre que j'ai tué, tant pis. Ou alors là, on nous dit que les attaques avec déséquilibrement gagnent plus 1 dégât. Donc en fait, dès qu'on va faire une attaque avec déséquilibrement, ça va faire plus de dégâts. Ce qui peut être intéressant. Je vais partir sur... Non, je vais partir sur cette face-là, abattage. Hop, comme j'étais en fait. Donc je reste sur cette face-là. Ok, on avance la piste, puisque c'est une nouvelle manche. Hop, et après on nous dit qu'on prend notre personnage et on le met sur n'importe quelle lanterne que l'on veut. Donc je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, là où je veux. Donc moi je suis parti là pour explorer, donc bah, je vais me remettre là. De toute façon je vais continuer à explorer là-bas. Mais on peut se mettre où on veut. Donc ça peut être aussi intéressant parfois d'aller au pays des rêves pour revenir sur le plateau à un endroit par exemple plus proche que l'on voudrait aller. Par exemple. Au lieu de faire plusieurs voyages et perdre par exemple 2 tours, bah, potentiellement on peut se téléporter comme ça. Voilà comment ça marche pour aller au pays des rêves. Donc là moi j'ai 3 cartes, une esquive et une pioche. Je vais utiliser une esquive, celle-là, pour me faire un déplacement. Donc je la défausse, hop, mouvement, donc 1 de mouvement et 2 de mouvement pour découvrir la nouvelle tuile. Donc je vais activer
ma caméra 2D. Est-ce que vous êtes prêts? Je lance le dé. J'ai fait un 2. Donc j'ai fait un 2, donc je prends la tuile du milieu, tout simplement. Voilà. Et donc c'est quoi? La maison saccagée. Ouh, là, vous voyez, il y a des monstres, là. Là, ça, c'est un monstre. Et là, c'est un monstre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Elle est très, très belle, cette illustration. Donc je mets ça en place ici. Je vais peut-être descendre un petit peu, parce que ça paraît un peu lointain. Oup, voilà. Très bien. Donc j'ai fait un 2. Je suis arrivé ici. On est d'accord. Et je dois positionner les monstres. Un peu de reflet, j'ai enlevé la bougie. Voilà. Donc, vous voyez les symboles? Alors, je vais vous montrer. Donc, les symboles qui sont ici représentent les symboles des monstres, hein. On ne met pas n'importe quel monstre. Et les symboles des monstres, on les trouve où? Et bien, les symboles des monstres, on les trouve ici. Là où il y a les monstres, ici. Donc là, sur la tuile, on a ce symbole-là qui correspond à celui-là. Donc, c'est un groupe de chasseurs. Et on a ce symbole-là, donc qui correspond au loup-garou. Et donc, on doit en mettre un de chaque. Donc, je vais aller les chercher. Alors, groupe de chasseurs et loup-garou, faut les trouver, hein. Il y a pas mal de figurines. Ça, c'est un loup-garou, je crois. Ok, et groupe de chasseurs, c'est ce qu'on avait la dernière fois. Ok. Donc, voici. Donc, un beau loup-garou, comme on les aime. Bon, du coup, je sais pas si ça va vouloir faire le focus, parce que c'est quand même pas trop. Je l'ai pas en manuel, là, le focus. Il est qu'en auto. Voilà. Pas mal, hein. Ça donne envie, hein. Il fait peur quand même, hein. Ça en face de nous, ça donne pas envie de rester dans la pièce, hein. Donc un loup-garou ici, il est quand même costaud, hein. Il est coriace, quoi. Les groupes de chasseurs, on les a déjà vus la dernière fois. Donc ici. Et là, on voit que sur la tuile, il y a aussi des consommables. Donc, je mets 2 consommables. Et là, c'est chaud parce que il n'y a pas un monstre, mais 2 monstres. Voilà. Ça veut dire que les deux vont nous attaquer certainement. Donc on est dans la mouise. Sachant qu'il me reste 2 cartes. Ok. Et ben, je pense que je vais terminer mon tour ici. Je vais garder mes cartes parce que je sais qu'eux vont venir m'attaquer. Après, vous allez me dire, ouais, mais tu peux très bien faire un mouvement. Tu peux très bien faire un mouvement pour te barrer. Alors oui, mais si je fais ça, ils vont me suivre. Donc il n'y a pas d'intérêt. En fait, dès que vous quittez une tuile où il y a des monstres, eh ben, automatiquement, ils vous suivent. Par le chemin où vous passez, un truc comme ça. Donc dans tous les cas, ils vont me courser, entre guillemets. Si je veux les semer, il faut que je fasse minimum 2 de mouvement, je pense. Ouais. Par contre, attention, je crois qu'il se passe quelque chose, parce qu'ici, la carte nous dit, si vous terminez un déplacement sur la tuile maison occupée. Non, nous, c'est la maison saccagée, donc c'est en bas. Révéler la carte 12. Donc là, je viens de terminer un déplacement sur la maison, donc avant de mettre fin à mon tour, on va révéler la carte 12. Voir un petit peu ce qui se passe déjà. Donc 12, c'est celle-là. Alors, exploration, sauvetage. Vous passez le seuil de la maison saccagée et trouvez une jeune fille apeurée cachée dans un coin. Si vous tuez les monstres, elle pourra être sauvée. Placez un jeton survivant sur la case maison saccagée. Vous interagissez avec le jeton, révélez la carte 13. D'accord. Donc placez un jeton survivant sur la case maison saccagée. Donc la maison saccagée, c'est ici. Alors, je vais chercher habitants. Alors, je crois que c'est les pions comme ça, habitants. Voilà.
Voilà, c'est simplement ça. Donc je vais mettre, je vais le mettre debout pour le fun. Je crois que je dois avoir des supports comme ça. Voilà, hop, elle s'est cachée dans la pièce ici. Alors vous voyez pas, c'est un peu loin, mais je vais vous rapprocher. Voilà. Donc elle s'est cachée dans la pièce ici en même temps avec le loup-garou et la horde de gros tarés. C'est normal qu'elle se soit cachée. Donc elle s'est cachée et nous on peut évidemment la sauver, mais on n'est pas obligé, hein. On peut très bien se barrer et faire notre vie quoi. Donc on fait ce que l'on veut. Je mets la carte ici de sauvetage. Bon, je pense que nous on va quand même la sauver parce qu'on est quand même, on a le cœur sur la main, donc on va le faire. Et c'est et c'est aussi parce que c'est une femme, ça serait un homme, on le laisserait, hein, évidemment. Je déconne, évidemment. Alors, il me reste deux cartes. Est-ce que je mets fin à mon tour maintenant? Bah oui, oui, oui. Donc, il me reste deux cartes ici. Je mets fin à mon tour maintenant. Donc, du coup, on passe à l'activation des ennemis. Attention, l'activation des ennemis, il y a un ordre à respecter. L'ordre, c'est comme ça, par rapport à ça. Ça veut dire que dans une nouvelle partie, comme c'est placé aléatoirement, peut-être que les loups-garous qui sont ici joueront avant les groupes de chasseurs. Ça dépend chez vous comment la mise en place elle avait été faite. Moi, ça a été fait comme ça. Donc c'est forcément le groupe de chasseurs qui va jouer en premier et après le loup-garou. Ok. Si je regarde un petit peu les cartes des deux, le loup-garou, on voit que il a des griffures à 3 de vitesse, 2 dégâts. 1 de vitesse, 4 étourdissements ne peut être esquivé. Waouh, ça c'est fort, hein, là, le spécial. Et sa capacité, c'est avant votre attaque, faites apparaître un loup-garou sur cette case. Ah ouais, d'accord. Un hurlement bestial. Ah oui, d'accord, il appelle ses potes. Ah ouais, ça rigole pas quoi. Ah ouais, il faut vraiment faire gaffe quoi dans le jeu. Waouh. Ah ouais, il est vraiment très costaud le loup-garou. Faut pas rigoler quoi. Clairement, faut pas rigoler. Donc c'est parti, on active en premier la horde, puisque c'est eux les premiers sur la piste, tout simplement. Alors, je vous rappelle que l'activation d'un ennemi, comment ça se passe? En premier lieu, il se déplace de une case, il me semble, vers moi. C'est ça. Déterminer la portée d'activation. Donc, tous les ennemis présents dans le lieu où se trouve votre chasseur, ainsi que dans les lieux adjacents, sont à portée et donc sont forcément activés. Donc, quand on active un ennemi, en premier, il se déplace. Et ensuite, il attaque. Tout simplement. Donc, lui, il se déplace, il vient ici. Et là, un combat acharné s'engage entre eux et moi. Are you ready? Donc, je vais vous ramener vers mon arme secrète. Voilà, pour faire le combat. Ok. Alors, je vous rappelle les étapes de combat. Donc, étape 1, je décide si oui ou non je veux utiliser une carte pour attaquer. Pas pour esquiver, mais pour attaquer. Ça, c'est l'étape 1. Déjà, je vais utiliser. hmm, hmm, Est-ce que j'utilise mon arme? Lorsqu'un ennemi se déplace sur votre case, infligez-lui 2 dégâts grâce à ma capacité donc, de fusil de Ludwig que l'on a trouvé dernièrement. Est-ce que ça, je ne devrais pas le garder le loup-garou? Le loup-garou, si vous vous demandez combien il a d'HP, il a 4 HP le loup-garou, hein, je vais vous montrer. Donc le loup-garou, il a 4 HP, d'accord? Et puis le groupe donc, de chasseurs a également 4 HP, donc ils sont à peu près ex aequo en termes de points de vie, mais par contre le loup-garou, il me fait beaucoup plus peur que le groupe de chasseurs, clairement. Clairement, clairement. À cause justement de ses capacités. Après, en termes de cartes, je crois qu'il y a deux cartes de chaque enfin peut-être pas, remarque, je sais pas. Il y a une carte capacité et deux cartes spéciales. Après, je ne connais pas les autres cartes puisque je les ai jamais vues. Mais si on a deux de chaque, ça voudrait dire qu'il reste une base, une capacité. Si il y en a deux de chaque, je sais pas ce qu'il y a. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une capacité et peut-être une base. Donc je veux pas qu'il fasse sa capacité lui, sinon je suis dans la mouise.
Je suis dans la mouise. Oh, j'avais pas lu ça. Il y a un petit truc en bas là. Regardez. Attention. Vraiment, faut lire. C'est tout petit ici. Les loups-garous se déplacent de 2 cases lorsqu'ils s'activent ou poursuivent. Donc ça, c'est important. C'est une mini-règle par rapport à eux que je n'avais pas vue, hein, clairement. Bon, groupe de chasseurs, potentiellement ils vont faire un coup de hache ou alors ils vont faire leur capacité cocktail molotov à 1, 2, machin. Est-ce que j'utilise mon fusil? Je pense pas. Peut-être que je vais les esquive, tant qu'à faire, parce que j'ai quoi d'autre? Je peux avoir avec mon papier de feu ici, plus 1 dégât. Un ennemi non boss à 2 cases ne s'active pas. Ah, ça peut être intéressant aussi ça. Comme quoi que ça peut être intéressant, vous voyez que c'est très important du coup de trouver des consommables dans le jeu puisque ça va nous aider sur les combats. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je l'attaque? Si je l'attaque ici, je fais 3 dégâts. Donc il lui restera 1 PV. Si j'utilise mon papier de feu, ça peut être intéressant d'utiliser mon papier de feu. Puisque si j'utilise mon papier de feu, je fais plus 1 dégât. Et si je fais plus 1 dégât, plus 3, ça fait 4, il va mourir. Ce qui me permettra en fait de piocher une carte grâce à mon attaque. Sachant que j'en ai une, donc ça m'en fera une autre. Et en plus, abattage, piocher une carte. Donc je vais pouvoir piocher 2 cartes potentiellement pour le prochain ennemi. Donc je pense que c'est intéressant de faire ça. Donc je vais le faire. Donc je décide, étape 1, décidez si vous voulez jouer des cartes pour l'attaque. Oui, je veux jouer des cartes pour l'attaque. Je veux jouer mon attaque basique en démantèlement. De vitesse 1. Alors là, c'est vitesse 2. Là, c'est vitesse 1 potentielle. Est-ce que... Est-ce qu'on passerait pas sur une vitesse 2? Même si lui m'attaque à 2 dégâts, je vais me soigner de 1 parce que je vais le tuer. Donc c'est pas très très grave. Donc je vais plutôt garder mon démantèlement pour le loup-garou. Pour être sûr de le buter. Enfin, quoique, après, si le loup-garou, si je lui fais 2 plus 2, il meurt. Mais attention, le loup-garou, parce que vitesse 3, je vais attaquer avant lui si jamais il a ça. Par contre, s'il a ça, à vitesse 1, je vais pas attaquer avant lui à cause de la vitesse. Ah ouais, mais de toute façon, vitesse 1, forcément, ça sera toujours, quoi, toujours le cas, quoi. Ah, c'est un peu. Effectivement, c'est un peu relou, ça. On est d'accord que la vitesse, c'est toujours du plus bas au plus haut, hein. C'est pas l'inverse. Je vérifie quand même parce que. Ah non, c'est l'inverse. Ouh là là, je pensais l'inverse. Je pensais que moins il y avait de flèches, plus c'était rapide, mais non, c'est l'inverse. C'est pour ça. Ok, donc c'est l'inverse. Donc lui, il a 2 et 1, et lui, il a 3 et 1, potentiellement. Donc s'il a 3, ça veut dire qu'on joue ensemble. Et voir là, il joue avant moi. Donc d'où l'intérêt. Ah oui. Et oui. Et si je fais 1, ici, lui, s'il a sa capacité, je suis comme un débile. Alors, il faut que je prenne le pari qu'il ne prenne pas une capacité. Sinon, il va se déplacer et je l'ai dans l'os. J'ai une chance sur... Bah, je sais pas si après, il y a plusieurs cartes capacité. Pour l'instant, il y en a une qui est passée, je sais pas. Donc ça, plus tard dans le jeu, je le saurai. Donc, ce sera plus facile. Mais là, pour l'instant, je le sais pas. Donc, comment faire? Est-ce que je prends le risque de partir sur une taillade à 2? Et lui, il attaque aussi à 2. Bah non, non, non. De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligé de partir sur un démantèlement, puisque le démantèlement, il fait 3 de dégâts, on a dit, plus 1 avec mon papier de feu. Donc forcément, ici, donc forcément, je n'ai pas le choix de partir sur le démantèlement. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais partir sur le démantèlement. Ok, ça c'est ce qui me reste dans ma main. Le loup-garou, je vais les poser pour l'instant. Ok, donc là, première action, première étape, pardon. On met une carte, et là, piocher 1, comme il n'y a pas de timing, ben, c'est tout de suite. Donc, sachant que j'utilise mon papier de feu, hein, pour info. Donc, c'est quand j'attaque que je dois le dire. Donc là, j'attaque, j'utilise, donc hop, avec ça. Et je pioche une carte, hop là.
Ok. Voilà ce que j'ai pioché. Deuxième étape du combat. On pioche une carte ennemie pour savoir ce que font les ennemis. Donc je pioche une carte ennemie et c'est une attaque de base. Une attaque de base, donc c'est le coup de hache ici. Donc 2 de vitesse, 2 de dégâts. Donc ça, on sait maintenant ce qu'ils font. Voilà. Sachant que moi, je suis à vitesse 1. Donc eux, ils tapent plus vite que moi. Donc comme ils tapent plus vite que moi, c'est eux qui vont me taper avant. Forcément, il y a pas le choix. Donc maintenant, troisième étape, est-ce que je veux esquive? Est-ce que je veux esquive leur coup? Euh, bonne question ça. Est-ce que je garderai pas l'esquive pour le loup? Parce que le loup, il tape à 3, c'est énorme. 3, c'est énorme. En même temps, le nombre de points de dégâts est le même. Que ça soit le groupe de chasseurs qui tape à 2, le loup-garou, si jamais il a une base qui tape à 2. Donc c'est exactement la même chose. Je me reprendrai 2 points de dégâts maximum. Puisque la capacité ici, bah, ça ne me donne pas de points de dégâts, c'est juste qu'il appelle son pote. D'accord? Donc dans tous les cas, j'ai 2. Donc que j'esquive lui ou que j'esquive lui, j'aurai dans tous les cas 2 points de dégâts. Mais la différence, c'est que si j'esquive lui, mon soin, quand je vais le tuer, va être actif. Alors que si j'utilise l'esquive sur lui, bah en fait non, c'est pareil. Parce que si je le tue, mon soin sera actif aussi. Non, c'est pareil en fait. Bon, ok. C'est exactement la même chose. Bah écoutez, je vais pas l'esquive, je vais garder ma carte. Je décide de ne pas l'esquive, donc on résout le combat. Donc lui, il tape à vitesse 2, moi je tape à vitesse 1. D'accord? Donc lui, il tape avant moi, forcément. Donc lui, il me tape, il me fait 2 points de dégâts. Donc je m'enlève 2 points de vie. Il me reste 4 PV. Maintenant, lui, il a attaqué, il est content. Et maintenant, c'est à moi. Donc moi, je l'attaque à 3 dégâts. Plus 1 grâce à mon papier de feu. Donc ça lui fait 4 dégâts. Donc le papier de feu, évidemment, il est défaussé parce que c'est un consommable. Hop, voilà. Et 4 dégâts, qu'est-ce qui se passe? Ben, il meurt. Vu qu'il a 4 PV. Donc l'ennemi meurt. Et comme l'ennemi meurt, eh ben, je l'enlève du champ de bataille. Ok. Fin de l'activation du premier ennemi, on passe à l'activation du deuxième ennemi, donc du loup-garou. Alors le loup-garou, bah, même chose, il va faire un mouvement, il s'arrête ici sur moi. Il peut même aller jusqu'à 2 cases, c'est écrit sur sa carte. Et on active le combat, et bah c'est parti, on recommence. Première phase, est-ce que je veux l'attaquer? Alors déjà, je vais utiliser mon fusil. Lorsqu'un ennemi se déplace sur votre case, infligez-lui 2 points de dégâts. Donc ça, je l'utilise. Il est arrivé sur ma case. Je lui inflige 2 points de dégâts. Sachant que quand mon fusil est utilisé, je le retourne. Et pour pouvoir le réactiver, vous voyez, c'est marqué défausser 2 cartes pour le réactiver. Donc j'utilise mon arme. Je lui inflige à lui 2 points de dégâts. Donc sur 4 PV, il se prend 2 dégâts. Voilà. Ça, c'était gratuit. C'était gratuit. Ouais, on n'a pas beaucoup de PV, hein, donc faut faire attention. Faut faire attention. Première étape de combat. Est-ce que je veux jouer une carte pour faire une attaque? Effectivement. Je vais. Donc il lui reste 2 PV. Donc j'aimerais bien faire 2 dégâts avec ma taillade. Mais je joue à 2 de vitesse. Par contre, j'ai quand même un déséquilibrement pour lui. Gratuit. Donc pourquoi pas. Je vais jouer hop ici ma taillade avec un déséquilibrement. Ok. Deuxième étape. On pioche une carte. Alors en espérant que ce soit pas une capacité. Non, c'est une base. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a 3 bases, 2 spéciales et une capacité. Ok, donc on le saura. Quand la capacité est passée, il n'y en aura pas d'autre. Donc il fait une attaque de base. Une attaque de base, c'est quand même 3 de vitesse le coco. Hein. Il rigole pas. Il va quand même extrêmement vite le loup-garou et il fait 2 points de dégâts. Est-ce que je décide d'esquive? Oui, bah oui. J'utilise ma carte esquive que je mets ici. Hop. Donc j'esquive. Je me soigne de 1. Ça c'est plutôt bien. Mince, j'ai oublié les pions. Bah, je vais prendre le pion qui est là, c'est pas grave, lui on sait qu'il est à 2. Donc je me soigne de 1, voilà. Et on me dit libérer cet emplacement. Donc je libère cet emplacement. Hop. De toute façon, je me suis trompé, c'est pas là la défausse, c'est là. Voilà. De toute façon, lui, il est esquive. D'accord? Son attaque est esquivée.
Résolution du combat. Moi, j'attaque. 2 de dégâts plus déséquilibrement. Donc, il était à 2 plus 2, ça fait 4. Il meurt. Le déséquilibrement, ça fait quoi? J'en sais rien. On va regarder ensemble. Déséquilibrement. Annuler l'attaque ennemie si sa vitesse est inférieure. C'est marqué ici. Là, sa vitesse n'était pas inférieure puisque sa vitesse était supérieure à moi. Vu qu'il était une vitesse 3, moi j'étais à vitesse 2. Donc il était supérieur à moi. D'où l'intérêt d'esquiver. Mais si jamais il avait attaqué en vitesse inférieure, ben j'avais pas besoin de l'esquiver parce que je lui faisais un déséquilibrement. Mais là, le déséquilibrement ne fonctionne pas parce qu'il va beaucoup plus vite que moi. Dans tous les cas, je le tue quand même puisque je lui inflige 2 dégâts et comme il avait 2 dégâts, ça fait 4. Et comme il a 4 points de vie, il meurt. Donc je l'enlève ici du champ de bataille. Je vous rappelle que pour chaque ennemi tué, je gagne un écho du sang. Donc je gagne un écho du sang pour les premiers, donc le groupe de chasseurs, et un écho du sang pour le loup-garou. Les échos du sang, je vous rappelle qu'on peut en avoir que 3 maximum. Et ben ça c'était cool ça. Donc ça c'est l'activation des ennemis. Attention, on n'oublie pas que au niveau de la piste, je vais appeler la piste rouge, au niveau de la piste rouge que l'on voit là, on sait que ces ennemis vont revenir là ici. Donc dans 1-2 tours. Donc il faut vite décamper avant qu'ils reviennent. Ça fait aussi partie de la stratégie. On sait qu'ils vont revenir, il faut vite se barrer. Clairement. On nous dit quoi là pour la carte? Rien du tout. Très bien. Donc ça c'est terminé. Base. Donc là je remélange la totalité des attaques des ennemis. Et on peut commencer une nouvelle manche, puisque là, je vous rappelle qu'on était sur l'activation des ennemis. Donc c'est pour ça que c'est important de garder des cartes. Je pense que les combats, c'est très important de bien réfléchir à ce qu'on fait, à nos déplacements, tout ça, tout ça. Ça me fait penser à un jeu. Ça me fait penser à quel jeu, ça? Qu'il faut faire gaffe aux déplacements. Bah, ça me fait un peu dépenser à Aurore Arkham. Vous savez, Aurore Arkham, quand on se déplace, que l'on veut découvrir un lieu, on essaie toujours de le faire en début de tour, quand on a des actions. C'est assez risqué de se déplacer en fin d'action, sur notre dernière action par exemple, parce que si on retourne un lieu avec un ennemi ou autre, ben, on est dans la mouise. Parce qu'on sait que derrière, l'ennemi nous attaque. Voilà pour le deck ennemi, je le remets là. Ok. Donc nouvelle manche, qu'est-ce qui se passe? Et ben, justement, je pioche 3 nouvelles cartes. 1, 2, 3. Et j'avance sur la piste. Donc la piste ici, hop. Et donc attention, parce qu'il me reste un tour avant que ça devienne rouge, hein. Donc il va falloir vite se barrer si on ne veut pas se retaper le loup-garou et le groupe de chasseurs, d'accord? Donc j'ai 3 cartes. Qu'est-ce que j'ai? Déséquilibrement et piocher 1. Intéressant. Plus 1 de dégâts et piocher 1. Je vais garder, je vais enlever celui-là. Je la défausse pour faire un mouvement. Enfin, faut pas que je reste là. Ça va être chaud là, parce qu'il me reste que 2 cartes. Il faut que je libère la dame et que je me casse. Donc on va voir. Donc je fais un mouvement, je viens ici. Voilà, terminé. Je vais défausser mon piocher 1 pour faire une interaction avec la dame qui était en détresse. Parce que je vais la sauver. Je vous rappelle que quand on fait une interaction dans la salle, normalement, tout doit être pris en considération, hein. Donc normalement, je dois même prendre les 2 pions. Donc on verra ça après. Donc on nous dit que si l'on interagit avec le jeton, ce qui est le cas, on révèle la carte numéro 13. Donc je vais révéler la carte numéro 13. Alors 13. Sauvetage. Vous vous approchez prudemment de la fille. Soudain, elle se met à courir et se précipite dans la rue, ses yeux remplis de terreur. Éloignez la survivante de 4 cases, en révélant de nouveaux lieux si besoin. À la fin de chaque tour, elle s'éloigne de 1 case du chasseur le plus proche, mais ne peut plus révéler de lieu. Sans qu'un ennemi en poursuite pénètre sur votre case, terminez un déplacement sur la case où se trouve le jeton survivant pour terminer cette mission. D'accord. Donc en fait, elle s'enfuit parce qu'elle a peur. Ce qui est normal. Elle vient de voir un loup-garou dans une maison saccagée avec des espèces de chasseurs avec des fourches ou je ne sais quoi.
en train d'essayer de m'atomiser, moi, jeune homme de toute beauté, c'est normal qu'elle ait peur. Elle se dit, il y a anguille sous roche. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle s'éloigne de 4 cases. Bon, bah là, du coup, on nous dit en révélant de nouveaux lieux si besoin. Mais elle va pas, là, elle ne peut pas partir là-bas, hein. Il y a un mur, c'est pas une magicienne, hein. Donc 4 cases, une, on est d'accord? Deux, trois. Et puis là, il y a le choix. Soit elle vient là, soit elle vient là. D'accord? Qu'est-ce qui m'arrangerait? Bah qu'elle vienne là. Puisque là, il y a la lanterne et moi, je peux me TP dessus. Donc ça m'arrange. Donc, quand on a un choix à faire, il est dit dans les règles qu'on ne doit jamais prendre le choix qui arrange le joueur. Donc forcément, 4, elle vient là. Parce que là, ça m'arrange pas, clairement. D'accord. Ensuite, donc on l'a bien éloigné de 4 cases. Sans qu'un ennemi en poursuite pénètre sur votre case, terminez un déplacement. Ah, faut pas qu'il y ait d'ennemis, d'accord. Faut terminer un déplacement sur la case où se trouve le jeton survivant pour terminer cette mission. Mais il ne faut pas, donc il faut lui courir après en fait, hein, tout simplement. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de monstres à ma poursuite, sinon ça ne fonctionne pas. C'est là la difficulté, hein, tout simplement. Donc il me reste une case. Alors ah oui, les deux consommables du coup, Coco, je pense qu'il faut les prendre. Je vais quand même relire sur le livre de règles pour pas faire d'erreur, parce que sinon on va me punir sur la place publique. Interaction. Je vais lire avec vous. Voilà. On nous dit, lorsque vous défaussez donc d'une carte attribut pour interagir sur une case, vous pouvez interagir avec tous les éléments contenus sur la case. Par exemple, si vous devez interagir sur une case à la demande d'une carte mission et qu'un jeton consommable s'y trouve, vous pouvez alors vous défausser d'une seule carte pour interagir avec les deux éléments. Donc ça fonctionne bien. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Par contre, est-ce que je prends les deux? Je pense que oui, hein. J'en sais rien en fait. Je sais pas si je prends les deux. Ça me paraît fort quand même de prendre les deux, mais vu qu'ils nous disent qu'on interagit avec tout ce qu'il y a sur la case, vous pouvez interagir avec tous les éléments contenus sur la case. C'est bien écrit en noir sur blanc. Donc tous les éléments contenus sur la case, pour moi, c'est deux consommables. Je prends deux consommables. Voilà. C'est comme ça. J'espère ne pas me tromper, mais en tout cas, quand je lis noir sur blanc, c'est bien indiqué. Donc deux consommables en plus. Ça, c'est plutôt cool. Et on a obtenu un élixir de plomb qui me permet de attaque, bloquer un dégât quand j'attaque. Pas mal. Et puis, oh, un nouveau papier de feu. Ça, c'est bien. Bah, ça, c'est plutôt cool. Du coup. Il me reste une carte, hein. Sachant que ça va respawn, donc j'ai pas le choix. Je vais me téléporter, tiens. Parce que je vais me téléporter. Donc, je vais utiliser ma lanterne que j'ai refresh tout à l'heure, vu que j'ai été au Pays des Rêves. J'utilise ma lanterne pour me permettre de me téléporter sur une case avec justement une lanterne. Donc, hop, je la retourne et je me téléporte. Je me téléporte à côté de la dame qui s'enfuit et j'utilise ma dernière carte pour faire un mouvement. Donc, je la défausse. Voilà. Et je fais un mouvement et je viens ici. Et je lui dis, attendez madame, attendez-moi, attendez-moi. Calmez-vous, attendez-moi, ne courez plus. En fait, on fait comme dans les films, vous savez, quand quelqu'un court après quelqu'un, vous criez, stop! Et comme ça, la personne s'arrête en fait. C'est bête, mais c'est comme ça. Du coup, on nous dit, sans qu'un ennemi en poursuite pénètre sur votre case. Effectivement, il n'y a pas d'ennemi qui pénètre sur ma case. Terminer un déplacement sur la case où se trouve le jeton survivant pour terminer cette mission. Je viens de terminer mon déplacement sur la case où se trouve la dame en fuite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Révéler la carte numéro 14. Eh ben, on va aller chercher tout de suite la carte numéro 14 pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit. J'espère qu'elle ne va pas se transformer en loup-garou parce que c'est peut-être pour ça qu'elle fuit aussi, hein. Peut-être qu'elle fuit en fin de compte parce qu'elle s'est fait mordre. Et oui. Et peut-être qu'elle s'est fait mordre et du coup, elle va se transformer. Et en fait, en fuyant, elle voulait nous protéger. Possible. Le mec, il se fait des films, il s'invente une vie, quoi. On y va. Sauvetage.
Vous attrapez la fille par le bras. Ouf, alors là, faut surtout pas faire ça, hein, messieurs. Ne faites pas ça dans la rue, hein, parce que là, c'est police directe. Hein. Ne jamais prendre une fille ou une femme par le bras. Hein, c'est du harcèlement. Donc, vous attrapez la fille par le bras pour l'empêcher de continuer sa course. Surtout si vous empêchez de continuer sa course, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui vont appeler les flics. C'est même une certitude. Hein. Je vous en supplie, arrêtez. Je ne suis pas infecté. Vous avez vu, je vous avais parlé d'infecté. Je suis devant un peu. J'ai pas lu, hein. Implore-t-elle en se débattant. Maintenant qu'elle est si proche, vous remarquez qu'elle empeste le monstre. Hmm. Bien qu'il soit difficile de déterminer s'il s'agit de la maladie ou du sang qui imbibe ses vêtements. Choisissez pour terminer cette mission. Oh oh, tuer la fille. Ah ouais, d'accord, ils ne vont pas de ma morte, hein. Ou l'épargner lui donner l'ordre de s'enfuir. Ah, dilemme. Dilemme. Je ne savais pas qu'il y avait des dilemmes comme ça dans le jeu. Ça serait intéressant à faire en live du coup. Écoutez, ce qu'on va faire, on va limite le faire en live. On va le faire en semi-live. C'est de l'impro total. Je vais interagir avec vous. Et vous allez pouvoir interagir avec la campagne pour ceux qui regardent la campagne. Ça sera votre récompense. Je vais stopper la vidéo ici. De toute façon, c'est la fin de mon tour. Et je vais vous laisser choisir. Est-ce que on tue la fille ou est-ce que on l'épargne et on lui donne l'ordre de s'enfuir? Donc moi, je stoppe la vidéo ici et j'attends vos réponses en commentaire. Et suivant vos réponses, eh ben, je publierai la suite de la campagne, de l'aventure, par rapport à ce que vous avez choisi. C'est intéressant ça. Enfin, moi je trouve ça intéressant. Après, bon, évidemment, pour ceux qui vont faire le jeu et pour ceux qui veulent faire la campagne, bah, c'est moins intéressant pour eux parce que du coup, ils se font un peu spoil. Je vous l'accorde. Mais vous pouvez très bien choisir l'autre choix. Hein. Faut savoir que quand on fait un jeu en campagne, sachant que dans le jeu, il y a quand même 4 campagnes, donc c'est quand même pas rien. Faut savoir que généralement, on fait pas tous les embranchements. Évidemment, parce que si je prends par exemple Tenting Grail, il y en a déjà combien sur le pourcentage de personnes qui l'ont fini? C'est très minime. Sur le pourcentage de gens qui vont acheter Bloodborne, il y en a combien qui vont faire les 4 campagnes et il y en a combien qui vont le finir? C'est très minime aussi, on est d'accord. Donc même si vous comptez le faire, même si vous dites ouais mais je vais me faire spoil, vous n'allez pas vraiment vous faire spoil, parce que je pense que pendant votre partie, bah, vous prendrez l'autre embranchement, parce que vous n'allez pas le faire 3 fois le jeu, ça m'étonnerait. Et puis même si par exemple vous prenez le même embranchement, peut-être que derrière, parce que je sais pas, mais peut-être que derrière il y a des choses qui vont changer encore. Donc peut-être que là, effectivement, ce sera peut-être la même chose, mais après, ça va changer. Voilà, en gros, entre guillemets. Bah après, voilà, libre à chacun de faire comme il a envie. Je préviens quand même, léger spoiler ou limite du spoiler. Pour moi, ça n'en est pas trop, mais je vous préviens si jamais vous comptez vous procurer Bloodborne. Je voulais choisir. Donc, vous m'écrivez dans les commentaires, s'il vous plaît. Eh ben, moi, je veux tuer la fille. Vous pouvez m'indiquer pourquoi, ça peut être intéressant. Hein, vous avez compris pourquoi elle était partie, parce qu'elle empeste, par exemple, la bête. Ou alors, vous préférez l'épargner. Voilà, l'épargner, lui donner l'ordre de s'enfuir. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de cette aventure, de cette campagne. Donc j'attends vos retours dans les commentaires. Si jamais il n'y a jamais de retour, si jamais il n'y a pas de retour, je vous le dis pour celui qui regarderait la vidéo par exemple dans 10 ans, je ne sais pas. S'il n'y a pas de retour sous les commentaires, ben, je prendrai moi-même la décision. Voilà. Si vous voulez savoir qu'est-ce que moi je ferais ou qu'est-ce que moi je déciderais, eh ben j'en sais rien. C'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait de vraies réponses en fait. Je pense que c'est plus au feeling. Puisqu'on n'a pas, d'indice qui va nous permettre de savoir si oui ou non elle est infectée. Pour l'instant, on sent juste que... Enfin, on sent juste. Justement, je sais ce que j'allais dire après. On sait juste qu'elle sent un peu la bête. Mais en même temps, elle était dans une maison saccagée avec un loup-garou. Les loups-garous, ça perd ses poils. Et puis, il suffit qu'il fasse un petit peu humide ou qu'il a plu un petit peu avant pour que ça sente le chien mouillé. Donc forcément, si elle se cachait dans la maison... forcément, c'est qu'elle sent le chien mouillé. C'est un peu logique, quoi, on va dire. Et en même temps, à contrario, si jamais elle était
avec eux, par exemple infectée, pourquoi se cacher? Vous voyez? Si elle est infectée, le loup-garou, il sent qu'elle est infectée. Hein. On le sait, ça. Enfin, on le sait. On l'imagine. Donc, pourquoi se cacher dans la maison si je suis infecté? Alors, on pourrait se dire, bah, elle se cachait des groupes de chasseurs. Peut-être. Ou pas, on ne sait pas. Comme ils étaient méchants avec les loups-garous, peut-être qu'ils sont de mèche. Donc, on pourrait se poser la question. Où est la légitimité de se cacher quand on est infecté? Ça, c'est une bonne question. Donc, voilà. Donc, on ne sait pas vraiment quel est le bon choix. Peut-être que plus tard, on le saura. Moi, je pense que ma préférence, c'est de garder la fille en vie et de s'enfuir, de lui dire de s'enfuir. Pourquoi c'est ma préférence? Parce que je suis une personne pacifiste. Je n'aime pas la guerre et je n'aime pas je n'aime pas faire du mal comme ça aux gens pour rien. Et je me dis que si dans la rue je rencontre quelqu'un en danger et que je l'aide et je la sauve, alors pas des loups-garous, hein, parce que j'irai pas, mais d'une petite araignée, mais tout minuscule, vous voyez, comme ça, et ben, ou d'un bébé rat, ou d'un bébé chat, voilà. Si elle est en danger à cause de chat, où je vais sauver la personne, et ben, après ça, je lui dirais, allez-y, madame, partez, tel un, tel un sauveur. Il se raconte des films. Enfin bon, vous avez compris. Donc moi, pour mon choix personnel, je pense que je ne la tuerai pas. Voilà. Bon voilà, c'était bien rigolo ce petit, ce petit discours un peu n'importe quoi. Heureusement que ma femme m'entend pas parce qu'elle me dirait non, tu la tues sur le champ. Elle serait pas d'accord avec moi évidemment. Comme juste pour m'embêter, hein, c'est sûr. Donc du coup, on se retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir ce qu'on va faire la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.